Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. On est avec Rémi Dalize ce soir. On va parler de sécurité crypto. On va parler de ce genre de petites boîtes, de petits appareils. Merci Rémi d'avoir accepté l'invitation. Alors on va rappeler que tu as déjà fait un live avec nous. Alors c'était avec Bilal. Et donc, à l'occasion de ce live-là, tu avais pas mal eu l'occasion de parler notamment de ton expérience chez Ledger, puisque tu as fait de la gestion de projets et de la gestion de produits chez Ledger. Donc ce soir, on va pas revenir sur cette partie-là. Je vais te laisser te présenter naturellement. Mais ce soir, du coup, on va plutôt se concentrer sur la partie sécurité crypto, à sécuriser ces crypto-monnaies. Donc un sujet que tu maîtrises très bien hein, depuis ton passage chez Ledger, et puis tu vas nous expliquer ce que tu fais aussi depuis sur ce sujet-là. Je te laisse te présenter et puis bah, après on pourra attaquer. Bah super, écoute, merci, je suis ravi de participer à cette masterclass et puis bonjour ou bonsoir à tout le monde. Effectivement, on va parler de sécurité crypto et puis de self-custody, de conservation personnelle dans cette masterclass. Et puis je vais commencer par faire une rapide présentation de qui je suis et de ce que je fais. Donc tu l'as bien dit, je suis Rémi Dalize et je suis un ancien de Ledger. J'ai été responsable des produits pendant 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui vise à aider les particuliers et les professionnels à sécuriser leurs crypto. Pas nécessairement uniquement avec des hardware wallets, des portefeuilles matériels, mais c'est plutôt une approche, je dirais, globale et presque holistique, puisque en gros, tu prends des risques dès lors que tu investis en crypto. Donc, je vais t'accompagner dans ton parcours d'investissement à te méfier, identifier, te protéger des arnaques. En bout de chaîne, il y a de la self-custody avec un hardware wallet. Et au milieu, bah, tu as tout un tas de bonnes pratiques qu'il faut que tu respectes quand tu restes même sur une plateforme centralisée, parce que les menaces grouillent également en fait à ce niveau. Rapidement, je suis né en 1982. Mon background, c'est physique, économie, stats et puis finance de marché. Pendant 12 ans, j'ai travaillé pour des banques en cabinet de conseil. J'ai géré des projets informatiques, d'organisation ou de transformation pour des banques de détail, des banques privées, des sociétés de gestion d'actifs et des custodians. Et je mis un petit A sur le custodian parce que le custodian, c'est le banquier des banquiers, c'est le registre des transactions, on va dire, financières et des actifs de l'ensemble des banques. Et c'est dans les couloirs des custodians que j'ai commencé à entendre parler de blockchain. En 2007, c'est un peu un virage. Je m'ennuie dans mon activité de consultant indépendant. Je vais à pas mal de meet-up à Paris, voire même à des hackathons. Et à cette époque, ça parle de blockchain, puis de crypto d'un côté et d'intelligence artificielle de l'autre, enfin, notamment de machine learning. Et chez les banques, bah, côté blockchain, ça commence à faire un peu d'idéation, mais ça va pas très loin. Et toujours côté banque, puisque c'était mon secteur, machine learning, ça s'est très vite rattrapé par des chatbots. Et ça m'intéresse pas trop. Et c'est lors d'un meet-up en particulier que je creuse la partie blockchain et notamment Bitcoin. C'est à ce moment-là que j'achète mes premières cryptos, pour savoir comment ça fonctionne. Et là, en gros, je prends une claque tant sur la partie promesse des blockchains, tout l'aspect décentralisation, et puis le use case de Bitcoin qui raccroche un petit peu à mon background économie, où là, je me prends une claque et je me dis, OK, il faut que je bosse dans ce secteur, quoi qu'il quoi qu'il en soit. Et très rapidement, en fait, j'arrive chez Ledger début 2018 après une série B. Je commence en fait à bosser chez eux un peu comme un programme manager. Ils sont en phase de scaling, donc il y a des projets qui grouillent de tous les côtés. Il faut faire en sorte que bah, la boîte puisse se développer rapidement et de façon efficace. Et très rapidement, je prends la responsabilité du lancement en fait du Nano X, que j'imagine pas mal de personnes ici connaîtront. Et puis un an après, je prends la direction des produits, poste que j'ai gardé pendant 5 ans. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, j'aide les particuliers et les pros à sécuriser leur patrimoine crypto de façon 100% personnalisée. Euh,
Dans la population d'apprenants et d'alumni de la Blockchain Business School, je pense que l'ensemble en fait des connaissances qui sont dispatchées ici, et j'imagine bien plus, sont acquises. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un focus sur la self-custody, la conservation personnelle, et un outil magique pour gérer en gros ces cryptos de façon sécurisée et personnelle, que sont les hardware wallets. Donc self-custody d'un côté, c'est un concept général, et les hardware wallets, c'est une solution qui permet de le faire de la façon, selon moi, la plus sécurisée aujourd'hui. On va parler de conservation personnelle, on va parler des différentes solutions qui permettent de l'assurer. On va faire un focus un peu, pas technique, mais on va rentrer un petit peu dans le cœur d'un ledger et le cœur d'un trésor pour que vous compreniez aussi en fait les spécificités. On va parler de critères de choix et les portefeuilles à éviter. Le 4 et le 5, c'est à peu près presque la même chose. C'est faire attention en gros à la simplification des usages. On verra que la simplicité, c'est parfois l'ennemi en fait de la sécurité. On rentrera dans ce détail. Et puis on terminera par comment protéger efficacement ces sauvegardes, ces seed phrases à la fin de cette masterclass. Un rappel rapide de ce que c'est la self-custody. Bon, la phrase, l'adage que tout le monde qui commence son parcours dans la crypto, not your keys, not your coin, je pense qu'il est connu. Mais en gros, la self-custody, c'est avoir le contrôle direct et exclusif de ses crypto-actifs. Et ça passe par la possession directe et exclusive des moyens d'accès à ces cryptos, qui sont des clés privées. On fera pas un cours aujourd'hui sur clés privées, clés publiques. Je pense que c'est acquis par l'ensemble des personnes qui suivent cette masterclass. Mais l'avantage rapide, c'est le contrôle total de vos fonds. Pas d'intermédiaire, hein, vous n'avez pas besoin d'un tiers pour opérer en fait des opérations, une indépendance des échanges et d'autres types de plateformes, pas de limite externe, pas de contraintes géographiques, pardon, et puis une interaction directe avec la DeFi. Ça vient avec des responsabilités, puisque quand on est son propre banquier, on doit sécuriser ses clés privées. Il n'y a pas d'appel à un ami ou au support, j'ai oublié mon mot de passe en cas de perte ou de vol. On y est vraiment tout seul, il faut le comprendre. On doit gérer ses backups, hein, ces 12 ou 24 mots, cette fameuse recovery phrase. Et puis, on doit s'assurer de ce qu'on signe, de ce qu'on valide. Valider les transactions, c'est bien, mais encore faut-il les comprendre. Pourquoi c'est une révolution ? Eh bien, c'est un changement de paradigme, hein. C'est quand même une révolution de la propriété, en tout cas de la propriété, je dirais, numérique, et ça vise à vous apporter en fait une souveraineté personnelle qui dépasse les institutions, qui dépasse les frontières. Et c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'on peut posséder un actif numérique de façon directe. Il n'y a aucun intermédiaire entre vous et cet actif numérique, Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. On peut échanger de pair à pair. Alors, avec des produits physiques dans la rue, dans notre entourage, on peut le faire, mais de façon numérique, c'est vrai, aujourd'hui, on peut s'envoyer des mails, mais vous passez par un tiers. Et enfin, on peut devenir sa propre banque. Alors, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est quand même une innovation qui, je pense, mérite en gros qu'on s'y intéresse. Si on fait un avant-après, avant, vous avez une dépendance aux banques. Vous avez des permissions requises pour quoi que ce soit, alors que c'est votre actif, c'est votre argent. Il y a des restrictions géographiques, ou en tout cas des limites géographiques. Si vous faites un transfert de France aux États-Unis, ça ne va pas prendre 3 minutes, ça va prendre en général 24, 48 heures, voire plus, puis vous allez payer des frais. Et puis, ça ne nous concerne pas en France ou en Europe, avec un taux de bancarisation qui avoisine les 100%, mais vous avez de l'exclusion financière. Vous avez des pays où, en gros, beaucoup d'habitants ne sont pas tout simplement bancarisés. Et ça, bon, c'est quelque chose qui peut être révolutionné en fait avec les blockchains et avec la self-custody. L'impact, est-ce qu'on peut parler de transformation sociétale? Peut-être. Dans certains pays, c'est pratiquement déjà le cas.
Chez nous, peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, ça fait réfléchir les banques. Est-ce que ça va redéfinir le rôle de ces institutions? En partie, en tout cas, elles s'y intéressent de près. Est-ce qu'à l'émergence d'une économie de pair à pair, ça va arriver? C'est en train déjà d'arriver. Est-ce qu'on a une liberté d'échange sans censure et sans limite géographique? C'est le cas. Encore une fois, en Europe, ça nous parle moins, mais si vous allez dans des pays, qui sont aujourd'hui en guerre ou qui l'ont été, ou des situations avec des États, autoritaires, où vous avez des personnes qui ont dû fuir leur pays, et laisser un bout de leur famille, dans le pays qu'ils ont fui. La liberté d'échange, sans censure et sans limite géographique, ça parle. Et la self-custody et les crypto-monnaies, permettent en fait de faire ça. Et un accès universel aux services financiers, je l'espère. Nous, on y a accès, mais il y a des endroits où c'est moins le cas. Les solutions de conservation personnelle, un rappel, toujours, on a d'un côté les software wallet ou hot wallet. Les caractéristiques par rapport aux échanges, c'est que vous détenez vos clés privées. En revanche, elles sont détenues sur un dispositif connecté. En général, soit une extension sur votre explorateur Internet, des applications mobiles, mais également des applications desktop. Je mets quelques noms dans la présentation, il y en a bien évidemment beaucoup plus. Et à côté de ça, vous avez d'autres solutions de self-custody, que sont les hardware wallets ou cold wallets ou solutions de stockage à froid. Vous détenez vos clés privées. Cette fois, c'est sur un dispositif physique et complètement déconnecté. Vous avez aussi d'autres exemples. Donc, vous avez les hardware wallets les plus connus, Ledger, Trezor, puis il y en a d'autres. Il y a entre 20 et 30 hardware wallets aujourd'hui sur le marché. Des devices qui sont air-gap, c'est-à-dire qui fonctionnent en fait avec un système d'échange de QR code entre votre téléphone et votre hardware wallet. Et je l'ai mis ici, Paper Wallet, parce que il y a une dizaine d'années ou un peu plus, on parlait de Paper Wallet comme des solutions qui permettaient de stocker ses clés privées sur un bout de papier. Aujourd'hui, c'est vraiment la solution à éviter. Le point commun de ces deux solutions, qu'on soit sur des portefeuilles logiciels ou des portefeuilles matériels, c'est que vous gérez vos clés privées. Vous avez un backup qui est en général représenté sous la forme de 12 ou de 24 mots. Alors ça, c'est un standard BIP39 qui est utilisé. On appelle ça également seed phrase. Et vous avez un contrôle et une responsabilité totale de l'utilisateur. Et dans cette masterclass, on va ensuite faire un focus sur le hardware wallet, mais le différenciant majeur entre ces deux solutions, c'est la sécurité, et on va voir pourquoi. Les points clés de ce qu'on vient de voir, en gros, c'est contrôle exclusif des clés privées, contrôle total sur vos fonds, une révolution de la propriété, et puis des solutions qui permettent de garantir la conservation personnelle, des software wallets et des hardware wallets. Et maintenant, on va voir pourquoi un hardware wallet serait plus sécurisé pour gérer ses clés privées qu'un software wallet. Je pense que beaucoup qui ont suivi les classes de la Blockchain Business School le savent, mais de manière générale, je m'adresse à un public assez large. On va regarder un petit peu les risques sur les software wallets pour mieux discuter de la partie hardware wallet. Les software wallets, donc, ce sont des portefeuilles logiciels qui tournent sur des environnements connectés. Vos téléphones portables, vos ordinateurs sont par définition des environnements connectés et donc vulnérables parce qu'ils sont exposés en permanence à Internet. À quoi on est exposé en fait lorsqu'on est exposé à Internet? En gros, à des malwares, à des virus. Mais vous avez également des vulnérabilités des systèmes d'exploitation de vos navigateurs ou même de vos propres ordinateurs et téléphones portables. Il y a des failles de sécurité de temps en temps. C'est pour ça que les mises à jour, c'est important de les faire systématiquement. Et vous avez quelque chose qui relève un peu moins de l'ordre, je dirais, des virus et des failles, quoique, c'est que vous n'avez pas de source contradictoire. Vous faites entièrement confiance à votre téléphone ou à votre ordinateur lorsque vous allez signer votre transaction. Sur les hardware wallets, vous avez une génération et une protection de vos clés privées qui est par définition hors ligne.
Les clés privées, elles ne sont à aucun moment exposées. Elles tournent, pour résumer, dans un environnement sécurisé dédié, dans un dispositif physique externe, donc Hardware Wallet Ledger, Trésor et d'autres. Et vous avez cet écran de vérification, contradictoire. Pour moi, c'est un must en sécurité, on le verra dans la suite de la masterclass, mais vous avez une deuxième source de vérification. Je rentrerai dans le détail avec quelques illustrations de cas. Et par définition, parce que ce n'est pas connecté à Internet, vous avez une immunité au malware. Vos ordinateurs, vos téléphones, c'est une porte ouverte en fait à Internet et donc au malware. Quand vous avez un dispositif qui n'est pas connecté par définition et dont l'architecture fait que les clés privées ne sont pas exposées, vous ne pouvez pas en fait avoir un malware qui va en gros essayer de détourner votre attention ou de voler vos secrets. Résumé en images, un device connecté, c'est source en fait de risque de malware. Un device physique externe non connecté et en plus fait pour ça, c'est gage de sécurité. Il faut savoir que dans un hardware wallet, le but d'un hardware wallet, c'est de sécuriser et d'utiliser vos clés privées. Il n'y a pas d'autre application qui va tourner dans ce dispositif et donc pas d'autre application exposée, donc pas d'autre application à sécuriser. Pour mieux comprendre avec quelques illustrations, on peut s'intéresser à 3 étapes critiques lorsque vous allez utiliser un wallet, que ce soit un wallet software ou que ce soit un hardware wallet. C'est la génération de la clé privée et le backup, la seed phrase, le stockage et l'utilisation de cette clé privée. Ça peut paraître similaire, mais en fait, vous allez voir qu'il y a une différence. Et ensuite, c'est la partie transactionnelle, le contrôle et la signature de votre transaction. Et on va comparer en fait les deux pour chacune de ces étapes. Dans un software wallet, lorsque vous allez créer votre wallet la première fois, en gros, la clé privée va être générée sur un dispositif connecté. Alors la clé privée, elle est chiffrée. Si vous utilisez par exemple MetaMask, Rabi, votre clé privée, elle est stockée en local sur votre ordinateur. Et elle est chiffrée avec votre mot de passe qui va vous permettre d'accéder à MetaMask ou Rabi. En revanche, il y a une chose qui est particulière, c'est que la génération du backup, l'affichage en fait de vos 12 ou de 24 mots, elle se fait sur un environnement qui est connecté. Par conséquent, si cet environnement connecté est infesté par un malware, un peu comme quelqu'un qui serait derrière votre épaule pendant que vous lisez cette phrase de récupération, c'est comme si vous aviez déjà exposé finalement votre clé privée, puisque ces 24 mots ou ces 12 mots sont le backup de cette clé privée. Et donc ça peut faire en gros la fortune de pas mal d'attaquants. Il faut comprendre aussi que c'est très facile d'attaquer un ordinateur à distance. Vous avez des techniques de phishing, des liens sur lesquels vous allez cliquer, qui vont installer un malware sur votre PC, malware qui peut faire beaucoup de dégâts. On pense jamais que ça peut nous arriver, mais ça arrive, et ça arrive de plus en plus à mesure que la valeur des cryptos augmente. Là où sur le hardware wallet, vos 24 mots, le backup de votre clé privée, va être généré en fait complètement hors ligne. À ce moment-là, vous n'êtes pas connecté à Internet. Il y a un câble USB, mais ça c'est pour l'alimentation. Tout ce que vous voyez dans l'écran aujourd'hui, c'est piloté par un composant stratégique dans les hardware wallet, qui est un composant de sécurité qu'on appelle un secure element. Vous allez noter cette phrase sur un bout de papier. Ça vient avec d'autres risques, on en parlera tout à l'heure, mais à aucun moment votre phrase n'a été exposée, votre clé privée n'a risqué d'être exposée. La deuxième étape critique dans l'utilisation d'un hardware wallet, c'est où est-ce que cette clé est stockée et comment elle est utilisée. Voilà, sur les software wallets, je reviens avec mon exemple, la clé privée, elle tourne en local, elle est chiffrée, mais elle est en local en fait sur votre PC ou sur votre mobile généralement. Donc si votre PC ou votre mobile est infesté par un malware, eh bien en gros, cette clé privée peut être dérobée et envoyée directement à des attaquants. Là encore une fois, j'insiste, un malware,
ça a beaucoup de pouvoir s'il est très, très bien conçu. C'est très patient et ça peut en gros aller explorer les registres de vos appareils, connectés, téléphones et ordinateurs, aller trouver une clé privée stockée quelque part, même si elle est chiffrée, et puis attendre, que vous saisissiez votre mot de passe sur MetaMask, où en gros vous récupérez des informations qui vont permettre ensuite de déchiffrer cette, clé privée. C'est un peu plus facile sur desktop que sur mobile, mais c'est à peu près ça le type de technique, qui existe. Donc le software wallet est très pratique pour interagir avec, des plateformes, que ce soit NFT, DeFi, et cetera. C'est génial, faut pas le nier. En revanche, ça vient avec un risque. Alors que sur les hardware wallets, en gros, la clé privée, elle est générée pardon, et stockée dans le dispositif, qui n'est pas connecté à Internet. Donc, il n'y a aucune chance, en gros, que cette clé soit extraite de ce dispositif. Le fait qu'il n'y ait pas de connexion Internet aussi vous protège d'être infesté par un virus dans ces mêmes dispositifs. Et donc, vous pouvez dormir sereinement parce que vous avez finalement quelque chose qui est dans un coffre-fort, un peu comme votre argent à la maison dans un coffre-fort, et qui n'est pas stocké dans un environnement qui pourrait être la cible de différentes attaques pour subtiliser vos actifs. Et enfin, ça c'est une étape euh, qui est parmi les plus critiques, parce que c'est là aujourd'hui que énormément d'arnaques, de scams se jouent, c'est la vérification. Sur un software wallet qui est infesté, qu'est-ce qui va se passer? En gros, vous allez générer votre transaction sur MetaMask ou Rabi. Et ce que vous faites, c'est je vais envoyer un Ethereum à Bob. Sauf que le malware, ce qu'il fait en fait en background, vous ne le voyez pas, mais c'est qu'il est en train de changer les caractéristiques qui sont affichées à l'écran par d'autres caractéristiques qui seront envoyées à la blockchain en fait une fois assignées. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est d'envoyer non pas un Ethereum à Bob, mais d'envoyer 10 Ethereum à Alice, qui est l'attaquant. Alors que sur un hardware wallet, vous avez, je parlais de l'écran de vérification. Lorsque vous envoyez un Ethereum en fait à Bob sur votre dispositif, on peut rappeler, je ne l'ai pas fait avant, mais un hardware wallet fonctionne toujours avec une app compagnon. Donc ces mêmes dispositifs comme MetaMask, Rabi ou pour Ledger, Ledger Live ou pour Trezor, la suite Trezor, ce sont des logiciels qui sont sur vos ordinateurs ou vos PC qui peuvent interagir avec votre hardware wallet pour envoyer vos transactions sur la blockchain. Alors dans ce dispositif, imaginons qu'on est sur MetaMask ou sur Ledger Live, vous envoyez un Ethereum à Bob, vous avez toujours ce malware qui tourne, sauf que maintenant vous avez un écran en fait de vérification avant de signer votre transaction. Donc c'est toujours la même chose, je suis en train d'envoyer un Ethereum à Bob, mais en background, en gros, la transaction, elle est malveillante, elle est trafiquée, sauf que cette transaction, elle doit de toute façon, aussi trafiquée soit-elle, repasser par votre hardware wallet pour être signée. Le hardware wallet disposant d'un écran, vous allez pouvoir voir et comparer, en gros, que ce que vous voyez dans votre écran d'hardware wallet, c'est pas tout à fait ce que vous pensiez faire, et ça va vous permettre finalement de refuser l'opération. Donc c'est très important non seulement d'avoir un hardware wallet dans ce cas, mais d'avoir un hardware wallet avec un écran. On en reparlera en fait tout à l'heure. Donc les points clés en fait à cette étape de cette masterclass, c'est que dans les solutions qui existent, vous avez les software wallets qui sont eux connectés à Internet, que les smartphones et les ordinateurs, ils sont par définition vulnérables à des attaques en ligne et à des virus. Le hardware a été créé pour protéger vos clés privées dans un environnement complètement déconnecté. Et les écrans de vérification des transactions, c'est pas une feature de confort, c'est vraiment une fonctionnalité de sécurité. On l'a vu avec l'illustration du malware dans l'écran précédent. Alors maintenant, on peut aller un petit peu plus dans le détail de ce qu'est un hardware wallet et on va parler de composants et d'architecture. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas technique, mais on va y passer un peu de temps. C'est très important de comprendre ça pour aussi comprendre ce qui va différencier les solutions dans le marché lorsque vous aurez à faire un choix.
On va parler de mots un petit peu savants, techniques, MCU, Safe Memory, Secure Element. C'est quoi tout ça? On rentre dans le dur du sujet. Donc un MCU, c'est un microcontrôleur. C'est un circuit intégré qui se trouve dans des tas d'appareils de votre vie quotidienne et qui est là en gros pour stocker du code et le faire tourner. Et ça a une vertu, sinon ce ne serait pas utilisé dans la plupart des produits connectés que vous utilisez aujourd'hui, mais ce n'est pas un composant qui a été fait pour résister à des attaques physiques. Et donc, par définition, ce type de composant est très vulnérable en fait aux attaques. En général, ça demande de rajouter des contre-mesures software pour éviter que ces composants en fait se fassent attaquer et se défendent mieux. Mais c'est pas fait pour ça. Donc on ne peut pas considérer que c'est un composant qui va être important, en tout cas qui va être, enfin qui va être utile, certes dans un hardware wallet, mais la gestion des clés privées ne peut pas reposer sur ce type de composant. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des safe memory. Et il faut savoir que dans le monde en fait des hardware wallets, il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de marketing. Et vous entendrez, et on va en parler après, beaucoup de Secure Element. Il faut savoir qu'il y a des hardware wallets qui utilisent le mot Secure Element, mais ce n'est pas vraiment des Secure Element. Ce sont des éléments sécurisés, mais c'est un abus de langage, et il faut faire très attention, et il faut comprendre en fait ce que c'est une safe memory. Donc une safe memory, parfois on peut appeler Secure Element, mais qui n'est pas un Secure Element, ce sont déjà des composants beaucoup plus sûrs que des microcontrôleurs, ce qu'on a vu avant, et qui offrent des protections pour pas mal d'attaques, mais pas toutes, avec une certaine nuance, c'est que ce ne sont pas des solutions qui sont certifiées. Donc du coup, qui ne remplissent pas tout un nombre d'attaques, de garde-fous, de mesures de sécurité, de contre-mesures de sécurité qui respectent un certain standard. En général, c'est les standards CC, EAL, et ça peut être 4+, 5+, 6+, je ne rentre pas dans ce détail aujourd'hui. Mais bon, en gros, ces composants permettent de signer des transactions. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que le secret, il est extrait de ce composant pour justement signer ces transactions. Et ça convient généralement pas des applications critiques comme les hardware wallets. Et vous avez enfin le Secure Element, on pourrait appeler ça le Graal. On verra que ça ne fait pas tout non plus. Mais le Secure Element, c'est un composant sécurisé qui est utilisé depuis une quarantaine d'années déjà en fait pour protéger des données sensibles, des choses qu'on trouve dans vos cartes bancaires, dans vos passeports. Il s'agit d'un environnement complètement isolé et qui est designé spécifiquement pour protéger des secrets et qui est certifié pour cette activité. J'ai fait des petites images à côté des composants pour résumer avant de passer à la slide d'après. Le MCU, il faut voir ça un peu comme une armoire. Donc l'armoire permet de stocker des choses. Par contre, si vous voulez de la sécurité, il va falloir que vous fassiez quand même pas mal de choses, mais ça reste une armoire. Le safe memory, c'est plutôt une armoire à code. Donc ça commence déjà à être un peu plus sécurisé, mais c'est pas la panacée non plus. Et le secure element, il faut le voir comme un composant qui est par design en fait un coffre-fort. Et un coffre-fort, c'est fait pour résister à des tas d'attaques, d'intrusions, etc. Donc par analogie, c'est comme ça qu'il faut voir ces différents composants. Si je fais un peu un historique des produits qui utilisent ces composants, les premières générations de Trésor utilisaient des MCU. Les produits comme Coldcard, Bitbox, de plus en plus arrivent en gros avec des solutions qui utilisent des safe memory. Et les produits comme Ledger ou Trésor Safe, la nouvelle génération de Trésor, ou Tangem, un produit dont on va un peu parler tout à l'heure, utilisent des Secure Elements. Et dans l'historique des hacks, Trésor a déjà été hacké avec son MCU, une vulnérabilité qui n'était pas patchable, qu'on ne pouvait pas corriger d'un point de vue software, sans changer complètement toute l'architecture matérielle. Et c'est pour ça que Trésor a sorti une nouvelle génération de hardware wallet. Coldcard, Bitbox, Coldcard avait été hacké. Coldcard, si je peux donner un peu... ça reste un bon produit,
Mais il y a 3 générations ou 4 générations de call cards successives parce que, en gros, chaque fois, leurs composants étaient hackés et ils ont dû faire des évolutions de version. Et puis le Secure Element, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très important, mais ça ne fait pas tout. Donc si vous avez encore un peu d'énergie pour la partie technique, là maintenant on va parler d'architecture des hardware wallets. Si je prends le cas d'un ledger, je vous disais que les MCU, ce sont des composants qui rentrent de la fabrication des hardware wallets, mais qu'on ne doit pas utiliser en fait pour des, des utilisations critiques de la gestion de clés privées. Donc vous voyez en fait à gauche que vous avez un MCU, un microcontrôleur. Lui, il est là pour gérer la connectivité. En gros, vous avez des drivers dedans qui vont gérer en fait tout ce qui est connectivité NFC, Bluetooth, USB. Et en gros, il faut le voir comme un passe-plat. Alors, il peut y avoir des mesures de sécurité dedans, mais il faut surtout le voir comme une façon qui va de dialoguer en fait avec un composant stratégique et critique qui est le Secure Element. Donc le Secure Element que j'ai entouré en vert, vous voyez dedans qu'il y a une clé jaune, ben, c'est parce qu'il va générer la clé privée et la stocker. Et vous avez des molettes qui représentent en gros toute la logique métier, tout le code qu'un manufactureur de hardware wallet va pouvoir mettre. Donc dans ce code, vous avez toutes les contre-mesures de sécurité pour résister à des attaques physiques, logicielles, etc. Ces mesures de sécurité, ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont, dans le pire des cas, se mettre en mode panique et complètement reset votre produit. Donc, du coup, les clés privées ne pourront pas être exposées parce qu'elles auront été effacées. Et dans le meilleur des cas, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va esquiver les attaques ou balancer en fait des contre-mesures pour éviter que l'attaquant puisse avoir des informations particulières sur comment fonctionne votre Secure Element. La particularité sur l'architecture d'un Ledger, c'est que vous avez un écran qui est connecté. Ce n'est pas le cas de tout l'hardware wallet. Vous avez des hardware wallets dont l'écran est connecté, n'est pas connecté au Secure Element. Et puis vous avez aussi tout ce qu'on appelle input, donc les boutons. Les commandes en fait, que vous allez réaliser sur votre hardware wallet interagissent avec le Secure Element et pas avec le microcontrôleur. Je reviendrai là-dessus. Et quand on regarde en gros le schéma en fait, d'une transaction, la transaction, elle part non signée de votre app compagnon, qui est sur mobile ou sur desktop. Elle passe par le microcontrôleur pour arriver dans le Secure Element. L'écran vous permet de faire une vérification de ce qui se retrouve dans cette app, dans cette transaction qui n'est pas encore signée. Et une fois que vous êtes OK avec ce que vous voyez, vous allez utiliser les boutons du hardware wallet pour valider votre transaction, qui cette fois-ci va sortir de votre hardware wallet signé pour être broadcasté, pour être envoyé sur une blockchain ou une autre par votre app compagnon. Dans ce dispositif-là, à aucun moment la clé privée, elle n'est sortie du Secure Element et tout ce que vous avez fait de contrôle visuel et d'opération manuelle a été fait en connexion directe avec le Secure Element. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est une architecture en fait qui est secure by design, et c'est important de le dire. C'est une approche qui est unique. Bon, alors moi, je suis plus chez Ledger, donc j'essaye d'être agnostique, mais ça m'empêche pas en fait d'avoir un avis d'expert sur les architectures. Et aujourd'hui, vous avez en termes d'architecture de sécurité. Pas mieux à mon sens aujourd'hui sur le marché parce que c'est la combinaison en fait de trois facteurs. Donc je disais le Secure Element qui est un élément quand même stratégique dans le hardware wallet. Vous avez un système d'exploitation et d'application qui sont directement développés dans le Secure Element, dans le coffre-fort, dans cet environnement confiné. Environnement confiné qui est lui-même développé pour résister à des attaques. Ce qui fait que non seulement la clé privée qui est stockée dedans, elle va résister en fait aux attaques extérieures, mais également toute la logique métier de signature, de vérification des transactions, de cryptographie, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est hyper important parce que on peut voir que dans certains autres produits, souvent, c'est pas tant le secret directement qui est attaqué, c'est la logique métier qui permet d'utiliser ce secret pour contrôler et signer vos transactions. Et la troisième particularité, qui est également unique à Ledger aujourd'hui, c'est que vous avez un écran et des boutons connectés. Okay. Pourquoi c'est important avant de passer à l'autre slide, c'est que si dans ce schéma, l'écran, par exemple, était connecté au MCU,
bah, vous pourriez très bien avoir quelque chose qui tourne dans le MCU et qui est en gros malicieux et qui fake en gros quelque chose. Et donc du coup, vous faites confiance à un écran qui est connecté à un composant qui lui peut être vérolé et veut vous faire croire que vous signez quelque chose, alors qu'en fait, bah, ce que vous voyez, bah, c'est un fake. Par contre, la signature, elle arrive après. Alors que quand vous avez un écran qui est directement sur le Secure Element, vous pouvez être sûr que ce que vous voyez sur votre écran, ça n'a pas été, je dirais, perverti dans une étape amont. Je ne rentre pas dans le débat de tout ce qui est blind signing ou de clear signing, où il y a eu le hack récent de Bybit, on pourrait en parler. D'ailleurs, on pourra en parler plus tard. Mais vous comprenez qu'ici, vous avez une architecture de design sécurisée et quels sont les éléments qui font qu'elle est unique. C'est très important, je vais me redire, mais j'ai une slide qui permet d'illustrer ce que j'appelle la sécurité at rest et at use, et c'est la slide suivante. Donc si on zoome à l'intérieur du Secure Element, c'est quoi la sécurité at rest et c'est quoi la sécurité at use? At rest, ça veut dire que, on l'a vu, le composant, c'est un coffre-fort. Donc votre clé privée, elle est générée et elle est stockée dans ce coffre-fort, elle n'en sort jamais. Et ça, dans les produits qui utilisent des Secure Elements, c'est assez commun au final. Votre clé privée, votre secret, est confiné en génération et en stockage dans cet élément sécurisé. C'est quoi la sécurité at use? C'est en gros tout ce qui va avoir trait en fait à la vérification et à la signature de votre transaction va se faire également dans le Secure Element. Ce qui fait qu'en gros, vous pouvez avoir une confiance totale sur ce qui est exécuté, puisque vous le voyez, et parce que c'est exécuté dans un environnement sécurisé, et vous pouvez avoir confiance sur ce qui est affiché. Je le disais tout à l'heure, ce qui est affiché, c'est ce qu'il y a dans le Secure Element, et nulle part. Et ça, aujourd'hui, c'est unique à Ledger dans les différentes architectures qu'on peut voir sur le marché des hardware wallets. Une fois qu'on a dit ça, et si vous avez encore de l'énergie, on va comparer en fait cette architecture aux anciennes générations de trésors pour finir en gros de la démonstration de en quoi une architecture sécurisée peut faire la différence et en quoi un secure element ne fait pas la panacée nécessairement. Dans Trésor, bien, en gros, vous avez un MCU à l'époque, enfin sur les Trésor One et les Trésor T, c'est encore le cas. Votre écran, il est connecté à ce MCU, les boutons, ils sont connectés à ce MCU, et la clé privée, ainsi que toute la logique de calcul, de computing, de signature, se retrouve dans ce composant. Et on l'a vu moult fois, ce composant n'étant pas fait pour résister à des attaques sophistiquées. En gros, le mystère est percé, on peut voler vos codes PIN ou vos clés privées. Trésor a évolué depuis, et donc a mis en place une nouvelle architecture qui utilise un Secure Element, mais qui utilise aussi un MCU. Je ne sais pas si je peux rentrer, je pourrais rentrer dans le détail, je le fais rapidement, mais je vous disais, un Secure Element, ce n'est pas forcément la panacée. Aujourd'hui, Trésor a une approche où, si ce n'est pas open source, je ne peux pas faire confiance. Or, dans les Secure Elements classiques, enfin dans tous les Secure Elements qui sont certifiés, vous avez toujours une part de code qui est closed source. Donc, dans un souci en fait de rester dans cet ethos de tout ce que je dois utiliser doit être open source, qui est l'ethos de Trésor, mais en gros, ils vont utiliser le Secure Element, le nouveau Secure Element qui est un vrai Secure Element, pour générer en fait un secret, mais ils vont pas l'exploiter complètement. Ils vont en gros renforcer cette logique en se disant ben, finalement le secret qui est dans ce Secure Element, je vais l'utiliser pour chiffrer un secret que je génère par ailleurs dans un composant comme un MCU. Donc c'est une approche qui est bien meilleure que celle qu'ils avaient initialement, mais vous avez encore quand même de la logique métier et des clés privées qui tournent dans un environnement qui n'est pas fait pour résister à des attaques. Vous avez toujours un écran et des boutons qui sont également connectés à cet environnement. Et récemment, je pense que c'était il y a 2 semaines ou 3 mois, Ledger a détecté en fait une vulnérabilité dans ce nouveau dispositif, vulnérabilité que Ledger a corrigée depuis. Mais en gros, pour vous montrer quoi, que on a une amélioration ici en termes d'architecture, mais on n'est pas encore à un niveau de sécurité d'un point de vue peut-être
presque extrême, mais on n'est pas encore à un niveau de sécurité à 100%. Après, je mets des réserves, hein. On parle d'attaques qui sont réalisées par des laboratoires, on parle d'attaques qui sont réalisées par des, des, des sociétés qui ont des moyens conséquents, et on parle d'attaques qui sont réalisées sur des dispositifs physiques. Ce qui veut dire que lorsque vous utilisez Ledger ou Trésor, pour qu'on puisse extraire le secret qu'il y a dans ces dispositifs, tels qu'on a pu le voir sur des vieilles versions de Trésor ou d'autres hardware wallets, encore faut-il qu'on dérobe votre dispositif. Donc, toute proportion gardée, ça reste des produits qui sont, d'un point de vue technique, pas 100% sécurisés, mais qui sont d'un point de vue, je dirais, du risque, vous avez un moyen de mitigation qui est que il faut qu'on vous dérobe votre produit. Ok. Donc les points clés, on les a vus. On a parlé des composants plus ou moins critiques d'un hardware wallet. On a vu qu'utiliser un secure element, c'est pas suffisant. Il est important de l'utiliser de la bonne façon. On a vu que l'architecture d'un ledger, elle est unique par rapport à Trésor et par rapport à d'autres. Et si vous êtes encore là, après cette série un peu technique, on va parler en fait du pain point de la seed phrase. Tiens, attends, juste avant de passer à ça, Rémi, il y a une question pour. Oui. Hop, ok, d'accord. On m'entend toujours? Ouais, c'est bon, ça fonctionne toujours. Donc Yannick demande si on a été victime de phishing sur un wallet MetaMask, est-ce qu'on doit abandonner définitivement ce wallet ou est-ce qu'on peut le réutiliser? Si on a été victime d'un phishing sur MetaMask, est-ce qu'on doit utiliser en gros, tout dépend de la nature du phishing. Il m'en faudrait plus. Signer une transaction malveillante qui a vidé vos fonds parce que vous n'utilisez pas de hardware wallet, par exemple, et vous avez signé avec MetaMask. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez signé avec un smart contract et en background, vous l'avez autorisé en gros à vider vos fonds. Donc, il y a des solutions qui permettent d'aller vérifier ce que vous avez signé et d'enlever ces autorisations, des solutions comme revoke.cash par exemple, revoke avec un K, déjà pour vérifier ce que vous avez autorisé et de révoquer ça. Si maintenant le phishing qui a eu lieu, c'est de vous voler en gros vos 12 mots ou 24 mots, bon là c'est évident que ce qu'on vous a volé, c'est votre clé privée. Pas directement, mais indirectement via votre site phrase. Et à ce titre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est recréer en fait un nouveau wallet avec une nouvelle clé privée et donc une nouvelle série de 12 mots dans le cas de MetaMask. Et j'aurais tendance à dire que si vous avez le moindre doute depuis que vous avez été fiché, repartez de zéro, transférez les fonds qui vous restent sur MetaMask vers votre nouveau wallet MetaMask. Et voilà. Et si vous n'utilisez pas un hardware wallet, je vous encourage à en utiliser un. Et si vous utilisez que MetaMask, une des bonnes pratiques aussi lorsqu'on interagit avec des smart contracts, c'est d'avoir deux wallets en fait. Un wallet qu'on pourrait appeler un wallet poubelle ou un wallet burner, qui est le wallet avec lequel vous allez, je sais pas moi, farmer des airdrops ou signer des choses où parfois vous ne maîtrisez pas parce que vous voulez aller vite, ce que je ne recommande pas, et vous avez une partie des fonds. Puis l'autre partie des fonds, celle que vous utilisez le moins, elle est dans un autre wallet MetaMask avec lequel vous interagissez peu, voire pas du tout. J'espère avoir répondu à la question. Yes, merci, merci à toi. Et puis alors, allons-y pour le pain point de la seed phrase. Ok, juste une question. Il y a peut-être un chan où les questions sont posées ou c'est normal que je les vois pas? Alors c'est dans le menu questions et réponses Q et R, donc qui apparaît normalement dans la bande en bas de ton écran. Ah, mais oui, il Euh, y a un chat, je l'avais pas. Oui, super. voilà, donc après tu as deux choses différentes, hein. Tu as le chat et tu as questions et réponses, c'est pas la même chose. Ok, Voilà. génial.
Ah, ben super. Euh, Bon, super. Donc, si vous avez encore de l'énergie, je suis sûr que vous avez encore de l'énergie. On va parler du pain point. Là, on va reprendre un peu de hauteur. C'est fini la partie technique. On va juste rappeler ce que c'est l'acide phrase déjà, hein. L'acide phrase, c'est 12 ou 24 mots. C'est un standard BIP 39 qui est utilisé. Elle est générée aléatoirement sur vos dispositifs, que ce soit des software wallets ou des hardware wallets, et elle permet de restaurer l'accès à vos fonds si vous avez un problème avec votre dispositif. Un petit rappel, on va le redire plusieurs fois, et à la fin, c'est 12 ou c'est 24 mots. Il faut les conserver en sécurité. Et quiconque va mettre la main dessus, peu importe la façon dont cette personne va mettre la main dessus, cette personne, cette société, ce hacker, en gros, un accès direct à vos actifs, et c'est votre outil de sauvegarde ultime. Si votre MetaMask crash ou vous avez perdu votre ordinateur, ou si votre hardware wallet, Ledger ou Trésor grille, en fait, c'est 12 ou c'est 24 mots. C'est votre backup ultime. Vous avez que ça. Dans les faits, on appelle ça le backup, mais je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais la clé privée, elle vient de ces 24 mots. Ces 24 mots, c'est une représentation mnémotechnique ou lisible d'un long chiffre de 128 ou de 256 bits qui est généré en gros de façon aléatoire. On appelle ça de l'entropie, suffisamment aléatoire et suffisamment grand pour que la probabilité que vous régénériez ce même numéro soit proche de 0,0000. En gros, vous avez plus de chances de gagner 50 fois au loto dans la même vie que de régénérer un nombre aléatoire, hein, qui va permettre de dériver la même clé privée. Donc, les 24 mots, c'est votre backup. C'est affiché. Lorsque vous le validez, ça va générer la clé privée dans votre dans le Secure Element ou dans votre MetaMask. Et en gros, on parle de single point of failure parce que c'est quand même une technologie du futur sur le papier, mais c'est en même temps une technologie du futur sur le papier, donc c'est à double tranchant. Ces 24 mots, c'est quelque chose qui représente en fait un point de défaillance unique pour certains. Euh, c'est pas fait pour tout le monde, hein. C'est qu'est-ce que je fais de ce bout de papier? Je suis seul à être mon propre banquier. Je peux être attaqué, on peut me le voler, je peux le perdre. Donc ça fait flipper. Euh, et les risques, je les ai dit, hein, c'est vous pouvez les perdre, on peut vous les voler à domicile ou ailleurs, on peut vous ficher. Yannick, je ne sais pas exactement comment on t'a fiché, mais si tu as donné tes 12 ou 24 mots, c'est sûr que c'est mort, mais je ne pense pas que ce soit ça. Pas de stockage numérique. Hein, si vous voulez stocker sur un environnement connecté, votre téléphone, votre appareil, vous pouvez vous les faire voler. Il y a des erreurs de transcription. C'est quoi une erreur de transcription? J'ai une anecdote là-dessus, c'est que les mots qui sont générés, ils font partie d'un dictionnaire de 2048 mots. Si vous les avez mal écrits sur votre feuille de récupération, le jour où vous avez besoin de cette feuille de récupération parce que vous faites une réinitialisation de votre hardware ou de votre software wallet pour retrouver l'accès à votre clé, mais si vous avez mal écrit, il n'y a aucune chance que vous récupériez en fait votre clé privée. L'anecdote, c'est quoi? C'est que il y avait un utilisateur qui utilisait parmi les 12 mots le mot dose, D-O-S-E, qui fait partie du dictionnaire si je ne m'abuse, et qui pendant 2 ans a essayé en fait ces 12 mots, a tout essayé et n'arrivait pas à récupérer sa clé privée. Et un jour, il s'est rendu compte, en fait, ce dose, c'était pas dose, c'était close. Donc, si vous mettez en minuscule le C-L-O-S, le C et le L très rapprochés, ça ressemble à un D. Et donc, pendant des années, il l'utilisait avec le mauvais mot en se disant, mais je suis sûr d'avoir bien saisi ma recovery phrase. Donc, faites attention aussi aux erreurs de transaction. Bon, en gros, ça représente quand même des barrières pour pas mal d'utilisateurs. Et ce sont des barrières, en gros, qui sont de plus en plus importantes à mesure que la valeur de vos actifs augmente. Ces barrières à l'adoption, elles génèrent du stress. C'est de la complexité qui va intimider, en fait, pas mal d'utilisateurs. Vous avez très peu de marge d'erreur. Et pour certains, c'est une responsabilité écrasante dès le début. Et c'est également, euh, c'est également,
Est-ce que ça enregistre encore? Tout le monde est là? J'espère que tout le monde est là. Il me semble pas. Quelqu'un dans le chat? Ah ok, super. J'ai eu un bug là, merci. Désolé pour ça. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ouais, je suppose. Super, merci. Donc j'en profite, je vais répondre à une question. Pourquoi 12 ou 24 mots? 12 à 24 mots au hasard, ok. Ah, enfin, c'est une question d'entropie. Je vous disais que les 12 mots, c'est finalement une façon lisible de lire du code. En fait, quand vous avez une entropie de 128 bits, en gros, ça va vous donner un nombre très long, une succession de 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Et en fait, finalement, les 12 mots, ce sont des packs de ces suites de 0, 1 qui sont comment dire, encodés et qui sont euh, ramenés en fait à un mot. Donc, au mot, par exemple, dose va correspondre un certain nombre de bits, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Okay, et donc, quand vous avez 12 mots, ça veut dire qu'en gros, votre clé privée, l'entropie qui a permis de la générer, elle a une longueur de 128 bits. Et quand vous avez 24 mots, elle a une longueur de 256 bits, tout simplement. Dans les faits, 24 mots, c'est plus sûr que 12 mots. Dans les faits, non. Mais les probabilités que vous arriviez à régénérer en fait la même entropie et donc du coup les mêmes 12 mots, elle est, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas à gagner 50 fois au loto, mais à gagner 15 fois au loto. Ok, donc elle est extrêmement faible. J'espère avoir répondu à la question. Donc je disais, ce single point of failure, c'est une barrière à l'adoption, parce que vous êtes seul avec vos 24 mots, tout simplement. Et donc, sur le marché, on voit arriver des solutions qui vont en fait essayer de gommer ce pain point, ce qu'on peut comprendre. C'est pas fait pour tout le monde et ça ressemble pas au futur quand tous vos assets reposent sur une phrase de 12 mots ou de 24 mots qu'il faut stocker de façon la plus sécurisée possible. Donc, quand il y a un besoin de solution, quand il y a des pain points, il y a des gens qui essayent d'apporter des solutions et on va en parler et vous allez voir les réserves que je mets sur ces solutions. Donc, depuis des années, on voit des solutions alternatives qui arrivent dans le marché de la self-custody, hardware wallet. Et pas que d'ailleurs. L'objectif, c'est de simplifier cette expérience de la seed phrase, hein, c'est-à-dire presque ne pas avoir à gérer cette seed phrase, et parce que du coup, si je n'ai pas à la gérer, je ne risque pas non plus de me la faire voler. Okay, un peu comme un mot de passe que vous ne connaîtriez pas. Donc vous avez les MPC Wallet. Donc l'idée cette fois-ci, c'est pas d'avoir une clé primée, mais c'est d'avoir des fragments de secret qu'il faut réunir en fait pour signer une transaction. Et ces fragments de secret, ils sont stockés sur différents environnements. En fonction des solutions, c'est un peu sur votre téléphone, un peu sur un cloud, ou tout sur un cloud, mais différents tiers. Et donc, je prends deux exemples, Zengo et Coinbase Wallet. Alors, les deux utilisent du MPC, mais attention, il y a une grande différence dans la façon que dont les deux utilisent le MPC. Zengo, c'est un MPC sans solution institutionnelle derrière pour garantir la sécurité des fragments. Donc Zengo, vous avez un fragment dans votre ordinateur, dans votre mobile, pardon, et vous avez un fragment dans leur serveur centralisé. Mais à aucun moment on ne parle de comment les serveurs centralisés de Zengo sont sécurisés. À aucun moment on ne parle des vulnérabilités qui peuvent jouer en gros sur votre téléphone. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette masterclass, mais là où Coinbase Wallet utilise aussi du MPC, mais utilise des solutions, on va dire, enterprise grade ou institutionnelles, qu'on appelle Fireblocks ou d'autres, qui vont gérer ces fragments de façon sécurisée, ou en tout cas
avec les garanties d'une institution, si on peut appeler ça comme ça, derrière. Donc, il faut aussi faire attention à comment on utilise le mot MPC, de la même façon qu'il faut faire attention à comment on utilise le mot Secure Element. Il y a du marketing. Quand on n'est pas ingénieur ou expert, ben, en gros, le but du marketing, c'est de vous faire comprendre quelque chose qui a énormément de valeur de la façon la plus simple possible et de vous convaincre. Et donc, ben, il faut essayer le plus possible de prendre du recul. Mais c'est peut-être pas l'objet, en fait, aujourd'hui. Vous avez les smart wallets, argent, safe, en bailleur que je ne connais pas trop bien, mais là, vous avez une logique de smart contract. Je ne rentre pas dans le détail aussi, mais c'est quand même des wallets qui simplifient drastiquement l'expérience. Je pense notamment à argent, où là, en plus, vous avez une logique de recovery. Il faut le dire, c'est bien fait, ça simplifie l'expérience. C'est vraiment pas mal. Après, est-ce que vous voulez faire confiance à un tiers? Enfin, il faut rentrer dans le détail pour comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais et d'ailleurs, je ne dis pas que toutes les solutions dont je parle, il ne faut pas les utiliser. Mais je le dis maintenant, je le redirai pour plus tard. Les solutions qui vous amènent de la facilité d'utilisation, utiliser parce que ça permet d'aller plus vite, parce que ça permet de. Mais utiliser pour du pocket money ou des sommes qui ne sont en rien comparables à votre matelas de sécurité qui, lui, à mon sens, doit rester sur un hardware wallet. Un peu comme, bah, c'est bien d'avoir un coffre-fort à la maison, pour ceux qui en ont un, mais vous n'allez pas sortir avec votre coffre-fort pour acheter votre baguette de pain. Donc, il faut prendre le meilleur des deux mondes et savoir pourquoi on utilise en fait chacune des solutions. Et vous avez les hardware wallets hybrides, contre lesquels enfin, c'est pas contre lesquels je me bats, mais cette simplification en fait me fait peur et je vais en parler en fait dans cette masterclass. Donc là, il n'y a pas de site phrase à gérer, il n'y a pas d'écran de validation. Donc sur le papier, bah, c'est difficile de faire plus simple. Mais est-ce que c'est secure? On va voir, en tout cas pour moi, que non, pour des raisons que j'ai déjà évoquées et pour d'autres raisons que je vais évoquer. J'ai mis en exemple Tangem, Satoshi, et j'ai envie de faire en fait sur cette masterclass un focus là-dessus. En tout cas, temporairement, puisqu'on va parler d'autres choses encore après. Donc simplifier, oui, mais j'ai cette petite illustration-là qui montre qu'en gros, c'est toujours un petit peu un combat entre deux frères ennemis, l'un la sécurité, l'autre la simplicité. Et ce n'est pas deux éléments qui font, pour l'instant, nécessairement bon ménage. Dans le futur, j'espère qu'on aura des solutions qui permettront d'allier en fait tout ça. Elles sont certainement en train d'arriver, il y a des ébauches. Ce sera certainement une combinaison de différentes solutions dont on a déjà parlé, des smart wallets, du hardware wallet, des bridges. Enfin, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que plus c'est simple, et plus ça a tendance à, je dirais, rogner un élément de sécurité, voire un élément de contrôle. Le contrôle, c'est aussi de la sécurité, on va le voir. Donc un hardware wallet hybride, ça ressemble à ça. On ne voit pas forcément ce chip, cette carte à puce, mais c'est ça. Pas d'écran. Un composant sécurisé. Il y a vraiment un secure element. Hein. Donc ces concepts-là, ce sont des dispositifs qui sont simplifiés pour une meilleure expérience. Les avantages, bah, c'est le ease of use. Hein. Un simple tap NFC, un format hyper pratique, vous pouvez le mettre dans votre portefeuille. Et puis, vous n'avez pas de site phrase ici. Donc, si vous n'avez pas de site phrase, bah, en gros, vous vous dites, c'est quelque chose de moins à gérer quelque part. Alors, ils proposent pas de site phrase. Ils ont toujours des options qui permettent de le faire. Je vous dirai pourquoi c'est pas bon non plus. Bah, le compromis, c'est que si vous n'avez pas d'écran, si vous vous rappelez les slides d'avant, si vous n'avez pas d'écran et que votre application compagnon un malware, en gros, vous ne savez pas ce que vous signez. Vous faites confiance à votre téléphone ou à votre ordinateur. Vous avez une dépendance forte, là on parle de contrôle, au logiciel que vous utilisez. Là, dans ces cas-là, je prends l'exemple de Tangem, vous ne pouvez utiliser aujourd'hui votre carte Tangem qu'avec Tangem. Donc si Tangem est en panne, si Tangem se fait pirater, si Tangem ferme, alors il y a des procédures qui permettent mais ben, en gros, vous ne pouvez pas bouger au fond, ou en tout cas, pas facilement, pas au moment où vous le voulez. Et je le disais, l'écosystème compatible restreint aujourd'hui, il y a très très peu d'intégration.
L'impact sur la sécurité, bon, je me répète, j'espère que c'est pas trop lourd, mais vous pouvez pas vérifier le contenu des transactions. Vous devez faire confiance uniquement à l'application et à l'éditeur de l'application, et vous ne pourrez pas voir des transactions malveillantes, tout simplement. Je le remets en, je pense que vous l'avez compris. La clé privée, elle est bien en sécurité, mais c'est pas ça qui va être déjoué. C'est le fait que vous avez un code vérolé. Donc, ça peut être une fraude interne de l'éditeur, ça peut être un malware, ça peut être enfin, des tas de choses. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va compromettre votre transaction. Ce que vous allez voir à l'écran, c'est pas forcément ce qui va être exécuté. Sauf que vous n'avez pas d'écran, vous pouvez pas le voir, et donc en gros, vous signez à l'aveugle. Donc pour moi, la propension en fait à signer des chèques en blanc, elle est assez importante. La probabilité est faible et l'impact est énorme. Et ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que vous dormez tranquille avec ça? Est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? C'est pas ce que je dis, mais pas pour tout et pas pour 90% de vos fonds. C'est pourquoi pas pour du pocket money, mais pas pour sécuriser vos fonds. Ce qui remet en question pas mal pour moi l'utilisation. Bon, ça, je vous l'ai expliqué. Donc pas d'écran, pas de chocolat. Plutôt pas de sécurité. Donc je ne sais pas si ça vous a fait sourire, mais j'aime bien faire des blagues un peu nulles pour détendre l'atmosphère. Moi, ça me détend. J'espère que vous êtes encore là et que vous n'avez pas décroché. Les hardware wallets hybrides, il n'y a pas de seed phrase non plus. Donc, comment ça fonctionne? En gros, c'est vous n'avez pas de seed phrase. Donc, alors attention, parce qu'on m'a repris plusieurs fois. Tangem, par exemple, maintenant propose des seed phrases. Il y a un mode où, si vous allez sur l'application mobile, vous pouvez générer 12 mots. Okay, sauf que vous les avez générés sur une application mobile. Et donc, pour moi, je considère que ces 12 mots ou ces 24 mots sont par définition compromis. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Pas nécessairement, mais est-ce qu'ils peuvent l'être? C'est sûr que si vous avez un malware qui tourne, il va pouvoir les voir. Donc vous avez un backup 1, et puis si vous perdez votre backup 1, vous avez votre backup 2. Donc finalement, vous avez tout le temps la même clé privée dans chacune des cartes. Mais il se passe quoi en fait si l'application n'est pas disponible? En gros, vu que vos cartes ne sont pas compatibles avec d'autres applications, en gros, il n'y en a aucune qui fonctionne. Et donc, ça veut dire que vous avez, dans le cas d'avant, celui-ci, cédé de la sécurité, parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Et dans ce cas-là, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez cédé du contrôle. Là, vous avez perdu le contrôle. Alors que des solutions comme Ledger, Trezor, Coldcard, enfin toutes celles qui permettent en fait d'avoir 12 ou 24 mots, elles sont compatibles avec un écosystème énorme. C'est pas les 12 mots ou les 24 mots, c'est pas une technologie propriétaire de Ledger ou de Trezor ou de Coldcard ou de Bitbox ou de Bitkey ou de tous ceux qui sont présents sur le marché. Et donc, ils sont énormément de hardware wallet et de software wallet à fonctionner avec ces 12 mots ou ces 24 mots. Donc je le refais parce que je veux vraiment ancrer ça en fait dans les esprits. Donc c'est plus facile à utiliser, tu m'étonnes. Tu fais juste un tap NFC et tu as validé ta transaction. Donc forcément. Et en plus, tu n'as pas eu de contrôle visuel à faire et tu n'as pas eu d'appui sur un bouton. Donc c'est sûr, c'est imbattable, c'est super facile à utiliser. Mais il faut comprendre, je vous le disais, que même si c'est facile à utiliser, et je ne parle pas de la sécurité, vous avez cédé du contrôle, on va le voir après, pas d'écran contradictoire, bon, je ne reviens pas dessus, mais je veux juste poser cette question. C'est la question à 1 million, c'est si j'avais 1 million, ce que je souhaite à tout le monde d'avoir s'il investit en crypto ou pas que, enfin bon, peu importe, si le bull run redémarre, ou, ou peut-être vous êtes déjà millionnaire, ou enfin peu importe, mais peu importe que ce soit 1 million, enfin si c'est une somme d'argent qui est très très importante pour vous, est-ce que vous dormiriez tranquille et est-ce que vous prendriez le risque en fait de signer une transaction sans que vous puissiez voir réellement ce que vous signez? Puis la dépendance à un tiers, je le disais, les cartes fonctionnent avec une seule application aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que ça pourrait changer. Franchement, je le souhaite. Ça ne résoudra pas les problèmes de sécurité vis-à-vis des 24 mots, du fait que vous n'avez pas vos 24 mots et que vous n'avez pas d'écran, mais bon, ok, pourquoi pas.
Et ce qui est important, c'est que quand vous avez 12 ou 24 mots, bah, ça vous permet de recomposer votre clé privée dans pas mal d'autres solutions. Si Trésor disparaît, si Ledger disparaît, si Coldcard disparaît, si MetaMask disparaît, si Rabi disparaît, vous avez toujours ces 12 mots qui sont une clé privée et que vous pouvez utiliser dans d'autres dispositifs compatibles. Alors oui, ça vient avec une certaine responsabilité, mais si on n'est pas responsable, ou si on a peur, ou si à un moment on passe un cap, on se dit non, c'est trop pour moi, parfois j'ai envie de dire, vaut mieux une solution avec comme Coinbase ou CoinHouse, où là, vous dormirez tranquille, parce que je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde d'être son propre banquier. Je veux dire, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais si vous voulez l'être, et vous voulez l'être jusqu'au bout, tant qu'à faire, utilisez des solutions qui vous permettent de l'être réellement jusqu'au bout. Donc, en conclusion de cette longue partie sur les écrans, la recovery phrase, etc., je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. C'est quoi les garanties, en fait, selon moi, d'une self-custody complète? La self-custody, avant tout, on l'a dit, c'est le contrôle, hein, puisqu'on parlait d'avoir ses clés privées. Et vous avez des tas de solutions qui permettent de les avoir. Donc, il ne faut pas enlever le contrôle, même si on a toujours ses clés privées. Et puis, vous avez ensuite la partie offline, comme je l'ai dit, avec les hardware wallets. Donc, je l'ai illustré ici. Pour moi, la full secure self-custody, merci pour les anglicismes, c'est, vous l'avez compris, le contrôle des clés privées. Ulrich, je vois une question, je vais y répondre juste après. Un stockage offline est complètement sécurisé de ces clés privées. Et de l'indépendance pour plus de résilience. Le contrôle de ces clés privées, bon, on en a parlé. Offline sécurisé, la clé, elle doit être dans un dispositif déconnecté, si possible dans un secure element, un vrai, et puis avec un écran de vérification. Et puis l'indépendance, pour moi, c'est l'universalité de BIP39 et puis des 12 ou des 24 mots. Je dois pouvoir utiliser des alternatives dans le pire des cas. Je fais une pause et je regarde la question d'Ulrich. Si notre entreprise est conçue pour générer 15 millions de dollars de bénéfices au cours des derniers mois, on ne peut pas simplement stocker ces fonds dans un placard de cuisine sur un ledger. Alors techniquement, tu peux, et je ne le recommande pas. Si tu vas générer 15 millions de bénéfices en crypto et que tu es une société, ça veut dire que tu as des associés. Donc, ça veut dire qu'il faut de la gouvernance. Et donc, en gros, si tu veux rester avec une clé Ledger, il y a des solutions que tu peux mettre en place comme un multi-signature, ou si vous êtes 3 associés, il faut deux associés parmi 3 pour bouger les fonds. Par exemple, ça t'évite d'avoir un associé qui se barre avec la caisse. Ça peut arriver, surtout avec 15 millions. Ça peut toujours arriver. Après, dans un placard de cuisine, tu peux laisser ton device dans un placard de cuisine. Ce qu'il faut protéger, c'est l'accès à ce device, c'est-à-dire c'est le code PIN, que personne ne connaisse, et que toi qui dois le connaître. Et puis on parlait de la recovery phrase, les 12 ou les 24 mots. Finalement, c'est ça qu'il faut le plus protéger. Le device, tu vois, moi si je le laisse dans la rue, si j'en perds un dans la rue, je suis serein. Parce que je sais qu'après 3 codes PIN, et j'ai un code PIN que j'estime robuste, mon device va être reset et la clé privée, voilà. Je vois le multisignature. C'est une question, qu'est-ce que c'est le multisignature? Je peux en parler rapidement. Le multisignature, par exemple sur Bitcoin, c'est plutôt que d'avoir une clé privée qui contrôle tes transactions, tu vas avoir besoin de 2, 3, 4 clés privées, et tu vas générer en fait ce qu'on appelle, tu vas créer de la gouvernance. Attendez, je vais juste charger mon ordinateur, excusez-moi. Donc la multisignature, c'est que tu vas avoir besoin d'un quorum de signataires, donc 2 parmi 3, 2 parmi 5, 3 parmi 4. Après, ça c'est à toi de voir. Il faut savoir que chaque clé qui va signer a une clé privée, c'est une clé privée différente. Et donc, par exemple, s'il y a 3 signataires, ça veut dire 3 fois 12 ou 3 fois 24 mots. Mais en gros, le multisignature, c'est un outil qui est particulièrement recommandé quand tu gères une entreprise
qui gère des fonds crypto avec plusieurs associés. Et là, je parle de multisignature protocolaire avec Bitcoin et Hardware Wallet. Il faut savoir que tu as d'autres façons de faire de la multisignature avec des smart wallets, enfin des software wallets comme Safe par exemple, où tu peux brancher en fait tes hardware wallets et là ça va gérer tout ce qui est EVM, Ethereum et compagnie. Et puis après, il faut aussi voir que quand tu es une société qui commence à être importante, bah, la self-custody, c'est bien à l'état en fait d'individus ou de familles ou de petites organisations, je dirais. Mais il y a un marché en fait de solutions institutionnelles qui aujourd'hui, en gros, propose des solutions pour sécuriser ces fonds. Donc, par exemple, Ledger, ils ont une solution qui s'appelle Ledger Enterprise. Tu as des solutions comme Fireblocks, tu as des solutions, enfin, t'en as plein. Donc après, c'est une question de choix. Les plateformes d'échange, par exemple, ne font pas de multisignature avec un device, quoique dans certains cas ou sur certains fonds. Mais il y a le cas de Bybit, par exemple, qui est un échange qui s'est fait pirater il y a 2 mois pour 1,5 milliard de dollars. Ben, ils utilisaient des hardware wallets avec un logiciel qu'on appelle Safe Wallet. Bon, là, j'ai peur de rentrer trop dans le détail, et ce Safe Wallet s'est fait pirater, je simplifie. Ils ont fait des signatures aveugles, c'est-à-dire que ce qu'ils voyaient sur leurs écrans ne permettait pas de rentrer dans le détail dans la transaction. Et ben, en gros, tu as 1,5 milliard qui sont partis en fumée. Donc, c'est un cas extrême, hein, le Ledger dans le placard de la cuisine, mais bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, Ulrich. Bon, une fois qu'on a dit ça, ben, d'accord, je vais pas sur un device qui me donne pas de seed phrase, donc je me retrouve quand même avec ma seed phrase. Ben, j'en fais quoi de cette seed phrase? Et surtout, qu'est-ce que je dois pas faire? Comment je la protège finalement? C'est hyper important. Euh, donc le premier point, c'est pas de stockage numérique, euh, pas de photos, pas dans le cloud, pas dans son téléphone ou sur un ordinateur ou sur des notes. Pardon. Pas dans sa boîte mail, pas dans un gestionnaire de mots de passe. Parfois, clients me disent, ouais, mais je mets 12 mots dans un gestionnaire de mots de passe et puis 12 mots dans un autre. Je ne recommande pas les gestionnaires de mots de passe. Ça reste des sociétés tierces qui peuvent avoir leur vulnérabilité. Et c'est pas pareil de se faire voler le mot de passe et de sa boîte mail. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'informations critiques importantes, de valeur dans une boîte mail, mais se faire voler ces 12 mots ou ces 24 mots, c'est pas la même chose, quoi. L'adresse email, vous pouvez changer de boîte mail, vous pouvez changer de mot de passe. Si vous faites voler vos 24 mots sur un gestionnaire de mots de passe, vous ne pourrez rien changer puisque vous n'avez plus d'argent. Donc faut aussi regarder ces choses-là. Attention au phishing ou hameçonnage, c'est quand même aujourd'hui une des attaques les plus courantes. Quelqu'un qui se fait passer pour une personne, un faux support de Ledger, de MetaMask, de Coinbase, qui peut vous appeler, qui peut vous contacter par SMS, qui peut vous envoyer un email et qui en gros va vous amener à un moment soit un écran dans lequel vous avez une interface et on vous dit ne vous inquiétez pas, cet upgrade critique, on va faire une évolution de software, machin, et vous allez saisir vos 12 ou 24 mots, c'est mort, vous avez perdu vos fonds. Quelqu'un au téléphone qui est très convaincant, qui vous dit que cette fois-ci, vos 12 mots, ils n'ont pas été compromis, mais qui vous fait créer un autre toilette et qui vous envoie ses propres 12 mots ou ses propres 24 mots. Parce que vous, on vous a toujours dit, ne donne jamais tes 12 mots ou tes 24 mots. Mais peut-être que quelqu'un va vous mettre sous pression au téléphone, c'est super bien fait, puis vous n'allez pas tilter parce qu'il va dire, ah non, mais je ne suis pas en train de donner mes 12 ou mes 24 mots, il me fait créer un autre toilette et c'est lui qui me donne 12 ou 24 mots. Vos fonds, vous allez les transférer, c'est mort. Et puis, il ne faut pas négliger le pouvoir en fait de l'IA qui est capable de cloner des voix, de cloner des visages. Donc, si un jour on vous demande vos 12 mots ou de 24 mots, ou si moi je vous demande un jour vos 12 mots ou vos 24 mots, vous aurez le droit de m'insulter. Je le prendrai pas mal parce que ce ne sera pas moi, ce sera une IA. Okay, donc faites attention là-haut, avec ça, ne partagez jamais votre site phrase. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais du coup, on la stocke hors ligne.
Alors, par défaut, quand on est sur Android Wallet, on vous propose un morceau de papier. Si vous êtes sur MetaMask, c'est pas le cas. De toute façon, je recommande pas MetaMask. Je recommande MetaMask avec un Android Wallet. Celui de votre choix, à la limite, ce sera toujours mieux que juste un MetaMask, surtout si la valeur de vos fonds augmente. Pourquoi? Parce que MetaMask, il a géré 12 mots sur un environnement connecté, parce que la clé privée, elle est en local, parce que vous pouvez avoir un malware qui va aller choper votre mot de passe, chercher la clé privée, la déchiffrer, tout ce que je vous ai dit en fait auparavant. Mais donc du coup, partons du principe que vous avez un Android Wallet, c'est sur un bout de papier, ça ne résiste pas à des tas de choses, à mon café qui peut tomber dessus, à l'usure, à la déchirure, aux accidents domestiques. Donc je recommande en général d'utiliser des solutions métalliques. Il y a des solutions que vous pouvez faire vous-même, et après vous avez des solutions peut-être parfois sûrement plus robustes, qui résistent en fait à des hautes températures, à la corrosion, enfin pas mal de choses. Moi personnellement, j'utilise CryptoSteel ou Keystone Tablet Plus, qui sont plutôt faciles à utiliser et assez robustes, et vous pouvez en utiliser plusieurs. Une fois qu'on a dit sur quel support on les stocke, c'est où est-ce qu'on les stocke? Bah, dans un lieu sûr. Donc super, Rémi, merci. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, ça peut être chez soi, bien caché, mais ça peut être aussi ailleurs. Certaines personnes ne veulent pas stocker cette information chez eux parce qu'ils ont peur de se faire cambrioler, parce que ce sont des personnes exposées, on en parlera après. Euh, le deuxième niveau de sécurité, ça peut être chez vous ou ailleurs, mais dans un coffre personnel, un coffre-fort, un code, si possible discret, et vissé. Pourquoi je dis vissé? Parce que souvent c'est difficile d'en avoir un discret, il est dans un placard, ou vissé parce que j'avais vu ça, le temps moyen pour un cambriolage, c'est je rentre, je vais chercher dans les endroits, je vide et je pars, et ça dure 3 à 5 minutes. Si vous avez un coffre-fort bien harnaché et robuste, hein, ils ne vont pas repartir avec le coffre-fort. Puis vous avez une autre option, c'est dans un coffre-fort à la banque. Donc certains diront, ouais, mais c'est plus de la décentralisation. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser tout le secret dans la banque. Enfin, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place qui vous permettent aussi de leverager un coffre-fort à la banque. Alors, bah, ça coûte entre 90 et 150, 200 euros par an, mais vous avez un accès complètement sécurisé. Et c'est pas chez vous, par exemple. Le bonus, c'est la redondance. Certains diront ça multiplie le risque, mais quand vous avez de la redondance, vous avez aussi de la résilience, c'est-à-dire que si vous avez 24 mots quelque part et 24 mots ailleurs, si le premier quelque part il n'est pas accessible, le deuxième quelque part il l'est, par vous, par quelqu'un que vous aurez désigné, dans certains cas, en cas de mort, des choses comme ça. Le bonus 2, en fait, ça devrait être un bonus 1, c'est, moi je recommande à toutes les personnes qui utilisent Hardware Wallet d'en avoir un deuxième, de la, de la même marque ou moins cher, peu importe, mais de la même marque, et qui est déjà initialisé. Pourquoi? Parce que ces hardware wallets, c'est quand même des dispositifs électroniques qui peuvent griller, vous pouvez les perdre, vous pouvez les casser, et si vous voulez manipuler vos fonds, bah, c'est quand même bien d'en avoir déjà un deuxième. Faites toujours un test de recovery. Ces 24 mots-là, vous voyez, là, ils sont plus ou moins bien écrits. Le hardware wallet, lorsque vous l'initialisez, il vous affiche ces 24 mots, il vous demande de les écrire, et il ne continue pas le process jusqu'au bout tant que vous n'avez pas ressaisi dans le hardware wallet les 24 mots que vous venez de copier. Ça permet en fait au hardware wallet de vérifier que vous avez correctement écrit les 24 mots, et donc du coup vous êtes capable de les restituer de façon intégrale et juste. Ça c'est très important parce que vous avez des software wallets, par exemple, qui simplifient l'expérience, qui vous proposent 24 mots, mais au moment de vérifier, ils vous demandent simplement d'en vérifier 3 ou 4. Donc s'il y en a un que vous avez mal écrit, mais qui n'est pas celui qu'on vous a demandé de vérifier, de réécrire, de ressaisir dans le dispositif, bah, c'est fini. Si un jour vous avez un problème. Et quand vous mettez vos 24 mots sur une version métallique, par exemple, faites aussi un test de recovery, parce que vous pouvez avoir mis la mauvaise lettre ou des choses comme ça. Et de temps en temps, de toute façon, c'est plutôt sain de faire un test de recovery. Ça vous permet aussi de vous tester en situation de je dois faire une recovery. Actualité, je l'ai rajouté tout à l'heure, on ne va pas trop m'étendre, mais parce que les dispositifs, ils sont personnels, ils sont propres à chaque individu exposé, à certaines contraintes aussi, mais c'est sortir de l'équation. C'est pas
déconnant de gérer en fait ces 12-24 mots, son hardware wallet, chez soi ou ailleurs, enfin, euh, un certain niveau jusqu'à un certain niveau je dirais, d'actifs. Euh, mais à partir d'un moment de forte exposition, par exemple publique, parce que vous n'avez pas le choix, c'est votre métier, parce que bon, je pense notamment au kidnapping de David Balland et la demande de rançon à Éric Larchevêque, mais bon, ça c'est une affaire médiatisée, mais vous en avez souvent comme ça, peut-être pas tous les jours, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on croit. C'est pas spécifique à la crypto, hein, c'est notre société qui devient un peu plus agressive. Et vous voyez, à l'époque, vous aviez carjacking, homejacking, donc bon, bref, les personnes exposées et potentiellement aisées sont la cible de personnes, de malfaiteurs, pardon. Donc, je dis tout et je dis rien, mais à ce moment-là, ce qui est important, c'est de sortir de l'équation. Pourquoi? Bah parce que si vous êtes sous la menace d'une arme et que vos 24 beaux ils sont chez vous, vous n'allez pas jouer au malin, et vous avez raison de ne pas jouer au malin, la vie c'est quand même plus important. En revanche, si de bonne foi vous n'avez rien chez vous, bah, vous avez déjà un élément qui va retarder en fait le malfaiteur, parce qu'il va vous amener à l'autre endroit. Et si vous avez mis en place des solutions qui permettent que ce ne soit pas suffisant, encore plus retardateur, bah, va falloir aller dans un endroit, puis dans un autre, ou appeler une autre personne, ou aller dans un endroit pour récupérer quelque chose, et puis ensuite se présenter à la banque pour récupérer l'autre partie du secret. La banque, il y a un délai. Donc, en gros, c'est sortir de l'équation. Faire en sorte que tout seul, vous ne soyez pas en mesure, dans un certain délai, de retrouver vos fonds. Je ne dis pas de faire ça pour les fonds que vous utilisez aujourd'hui pour faire du staking, de la DeFi, du gambling, des achats, machin et tout. Je parle d'un dispositif pour 90 ou 80% de vos fonds qui sont des fonds que vous ne touchez pas ou très, très peu souvent et qui peuvent souffrir de 70 heures pour que vous puissiez les manipuler. Donc ça, c'est hyper important. Peut-être ça ne vous concerne pas aujourd'hui, ça vous concernera demain. Et le plan de transmission assez proche, je ne rentrerai pas dans le détail là, mais c'est aussi important d'y penser. Je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, mais quand vous avez 24 mots et de la crypto dessus, quand on a 20 ans et qu'on a gagné de l'argent sur des NFT ou sur un même coin, bon, ouais, c'est de l'argent, c'est super. Bon. Mais quand vous avez une famille, un certain âge, enfin, vous avez une approche patrimoniale de cet argent, vous avez aussi une approche fiscale, vous voulez l'optimiser. Bon, bref. Et là, c'est différent. Parce que si vous avez fait tout ce qu'on vient de dire, un hardware wallet, rien stocké en ligne, un dispositif retardataire, du multisignature, etc., mais que vous n'avez rien prévu pour que vos héritiers naturels ou désignés légalement par vous-même dans un testament, peu importe, aient accès à cette crypto, en fait, vous ne les avez pas protégés à 100%. En tout cas, vous ne les avez pas protégés de votre mort et personne ne pourra en profiter. Donc c'est hyper important d'intégrer ça en fait dans votre réflexion. Bah, si moi aujourd'hui je prends un bus en sortant de chez moi en allant au bureau, euh, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que quelqu'un de ma famille, ma femme, mon fils, un parent, récupère en fait bah, mes cryptos. Ça c'est hyper important. Et là vous avez des solutions qui peuvent faire intervenir pour les plus centralisés un notaire et une banque avec un partage des secrets. Pour les plus décentralisés et un peu tech friendly, vous avez des solutions. Alors là c'est que sur Bitcoin, mais comme Liana, vous pouvez utiliser Safe avec un dispositif de multisignature. Je rebondis sur ce que disait la question d'Ulrich tout à l'heure. Si vous avez un multisignature, par exemple, avec deux personnes qui peuvent signer parmi trois, bah, vous pouvez très bien, ou trois parmi cinq, vous pourrez très bien avoir bah, deux clés tout le temps sur vous, comme ça, si vous voulez signer, bah, vous avez les deux clés, et puis c'est bon. Puis la troisième, je ne sais pas, moi, elle est dans un coffre, et puis le testament, il dit qu'il y a cette troisième clé dans un coffre, et puis quelque chose d'autre, pour que votre femme puisse faire partie du quorum de signataires. Bon, je rentre trop dans le détail, et puis je vais pas être précis, donc ça va pas vous aider, mais en tout cas, où on peut en parler offline de ces solutions. Mais réfléchissez à ça, on n'y pense pas, mais ça arrive beaucoup plus qu'on croit. On arrive à la fin de cette session sur la self-custody et les hardware wallets. J'espère que ça vous a intéressé.
Je vous remercie pour votre patience, votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez me suivre sur LinkedIn, vous avez juste à scanner ce QR code, ça devrait fonctionner. Sur Twitter, Rémi_Dali, je suis pas très actif, pas encore. Et puis n'hésitez pas, via, LinkedIn à me faire part en fait de questions ou surtout de vos commentaires. Si moi je peux améliorer, ce que je vous ai présenté aujourd'hui ou s'il y a des sujets que j'ai pas couverts, je serais, ravi de le faire à une autre occasion. Et si vous avez encore de l'énergie et des questions, bah, je suis à votre disposition pour, les les minutes qui nous restent. On a fait 1 heure et demie ensemble, j'ai envie de dire c'est à vous. Merci, c'est vraiment clair et concis. Bah, de rien Charles, avec plaisir. Merci Alexia. Merci Ulrich, avec plaisir. Bon, bah, je crois que vous étiez, attendez, est-ce qu'il y a une question non répondue? Open une. Ah oui, bah, non, on est là. Mais de rien, Lionel, avec plaisir. Je sais pas combien de personnes. Ah, bah, il y a 6 participants. Bon, bah, si vous avez pas de questions, hésitez vraiment pas, hein, même si c'est une question bête, hein, il y a pas de question, bête et puis sinon, bah, on va se dire au revoir et puis je vais vous rendre votre soirée. Il est tard et je vais vous remercier. Au revoir Lionel. Bon, bah, salut tout le monde et au plaisir d'échanger en parallèle. De rien Alexia, de rien. Bonne soirée, salut.